Monsieur le procureur, bonjour. Bonjour. Avec aujourd'hui, nous verrons le thème de l'escroquerie. Oui. Mais déjà, que doit-on comprendre d'un point de vue pénal quand on parle de tribunal, de droit? Qu'est-ce que l'escroquerie et qu'est-ce qu'on le risque à faire ce genre de choses? L'escroquerie, c'est le fait pour son auteur, par des manœuvres, en utilisant des faux noms, des fausses qualités, d'obtenir de quelqu'un ce qu'elle n'aurait pas donné sans ces manœuvres-là. D'obtenir de l'argent ou des valeurs, d'obtenir un travail ou une prestation, d'obtenir un acte, la signature d'un acte qu'il n'aurait pas signé sans ça. Merci. Qu'est-ce que l'on risque à être auteur de tels faits? Alors, l'escroquerie simple, c'est-à-dire l'infraction sans circonstance aggravante particulière, est une infraction grave puisqu'elle est sanctionnée par 5 ans d'emprisonnement maximum et 375 000 € d'amende. Merci. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport à un tel thème de l'escroquerie qui serait du coup un facteur aggravant? Eh bien, ce sont les facteurs qui tiennent soit à l'auteur, par exemple le fait que l'auteur est un fonctionnaire détenteur de l'autorité publique, soit à la victime, le fait que la victime serait quelqu'un de particulièrement vulnérable, par exemple. À ce moment-là, les faits sont aggravés, ou que les faits sont commis, par exemple, en bande organisée, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans quelque chose qui est de l'ordre de la délinquance organisée, et la peine encourue est plus importante, elle est de 7 ans d'emprisonnement. Merci. Maintenant, en venant, si un Français à l'étranger, parce qu'il y a des petits systèmes d'achat-vente d'appartements à l'étranger, mais de manière plus générale, un étranger vivrait une situation d'escroquerie à l'extérieur. Quel serait éventuellement son recours là-bas et de retour en France? Si c'est un étranger qui un Français à l'étranger. Un Français qui est victime de faits d'escroquerie à l'étranger, c'est la loi étrangère qui va s'appliquer. Il s'adresse normalement à la justice du pays étranger. Et en général, l'escroquerie est sanctionnée dans tous les pays du monde. Mais puisque c'est une victime française, elle peut aussi adresser sa plainte au procureur de la République de son domicile par lettre, et une enquête française sera faite, qui aura bien sûr ses limites, puisque bien sûr la France ne peut pas envoyer immédiatement comme ça, par exemple, des policiers dans le pays étranger pour enquêter. Merci. Aussi, en France, quand une personne étrangère, que ce soit de vacances, que ce soit une personne, on pourrait aussi dire, sans papier, et son auteur, le sachant justement, donc plus fragile, parce qu'elle n'a pas de papier, ou de passage, qui serait auteur de cela? Quel serait le recours d'une personne victime de passage chez nous? Elle a les mêmes recours exactement que ceux qui sont ouverts à un citoyen français. Donc elle a la possibilité de déposer plainte. Cette plainte peut être déposée soit devant les services de police ou de gendarmerie, ou devant le procureur de la République par courrier en général. Merci. Alors vous disiez tout à l'heure que l'escroquerie aussi peut être, parce qu'il y a des cas récurrents malheureusement, par des professionnels qui ont des titres, comme des notaires, ou éventuellement un avocat, ou un policier, donc des personnes qui utiliseraient des titres élogieux, donc qui amènent la confiance, et qui profiteraient justement pour mentir. Est-ce que l'on peut dire qu'on peut aussi porter plainte auprès des ordres ou la chambre de tous ces messiers, des notaires, des huissiers, où on passe directement par le procureur quand c'est un fonctionnaire du droit? En fait, les deux choses sont complètement articulées parce que quand il s'agit d'une infraction aussi grave, je répète, c'est pas du tout anodin l'escroquerie, qui va jusqu'à la condamnation par un tribunal correctionnel. Il y a forcément pour ces personnes-là des conséquences disciplinaires qui peuvent aller de la part des ordres professionnels que vous évoquez tout à l'heure, par exemple, à l'interdiction de l'exercice professionnel pendant un certain temps, voire définitivement. Merci. Alors, faisons aussi la différence, peut-être, puisqu'on parle de professionnel, la différence entre l'escroquerie, cet acte délibéré, et l'incompétence. Un professionnel qui n'a pas pu faire ce qu'on s'y attendait, et que vous, parce que vous en êtes victime, vous appelez ça de l'escroquerie. Quelle différence on peut faire entre l'incompétence d'un professionnel et de l'escroquerie? Oui, ce qui est vraiment sanctionné, c'est la manœuvre volontairement calculée dès le départ, qui est destinée à obtenir de quelqu'un quelque chose qui n'est pas dû. Ou d'obtenir de quelqu'un quelque chose qu'il n'aurait pas donné en dehors des circonstances de cette manœuvre. Donc le simple fait d'être incompétent, le simple fait de ne pas avoir pris les précautions qu'il faut, ça engage la responsabilité, c'est vrai, bien sûr, de celui qui le fait, mais pas sa responsabilité pénale, sauf dans certaines circonstances très marginales. Voilà, alors en venant au mot comment se protéger, alors vous dites se renseigner. Est-ce que ça peut être du tort de la victime de ne pas s'être suffisamment renseigné? Donc on pourrait dire que la loi n'est pas là pour défendre les imbéciles, ou est-ce que des individus n'ont tout simplement pas le droit de profiter de la naïveté d'autres?
Oui, ça c'est le cas, un des cas particuliers aggravés qu'on évoquait tout à l'heure de l'escroquerie qui est faite au préjudice de personnes particulièrement vulnérables ou suggestibles. Ou illettrés, par exemple. Ou illettrés, enfin peu importe, en tout cas qui sont dans une situation de faiblesse particulière. Alors, c'est une question d'appréciation. Parce que, pour donner l'exemple classique, c'est l'exemple de l'escroc marabout. L'escroc marabout, c'est une pratique que l'on connaît bien, qui est répandue partout dans le monde, et qui, dans certaines conditions, quand elle est faite avec pour objectif de capter la richesse des personnes par des moyens qui n'ont rien à voir avec une réalité quelconque, c'est de l'escroquerie. Si par contre on se retrouve dans une relation commerciale de quelqu'un qu'on n'a pas du tout, je dirais, trompé, et qui a accepté de verser cet argent pour avoir une prestation même de l'ordre magique, on n'est pas dans l'escroquerie, on est simplement dans quelque chose auquel quelqu'un croit et il pense que c'est judicieux de mettre de l'argent là-dedans. Alors, dans cette appellation d'escroquerie, donc vous dites quelque chose qui devait être fait, qui n'a pas été fait de manière délibérée. Est-ce qu'il y a des délais entre la promesse que l'on dit, quelque chose qui doit être et qui n'est toujours pas? À quel moment on peut prétendre que c'est une escroquerie ou que même les gendarmes seraient tentés de nous dire mais attendons encore un petit peu, votre artisan vous a promis de faire des travaux d'électricité, vous avez déjà payé la moitié, mais ça fait 3 mois qu'il n'est toujours pas là. Est-ce qu'il y a des minima ou est-ce que quand vous avez fait des papiers, il faut que vous au moins vous ayez ce minimum de voir les délais sur les papiers? Dans l'exemple concret que vous donnez, l'escroquerie n'est pas forcément déjà établie. Elle n'est établie de la part de l'entrepreneur ou de la pseudo-entreprise qui a déjà encaissé par exemple une avance sur des travaux. Elle n'est établie que si on démontre que cette entreprise n'a jamais eu l'intention et en réalité n'est même pas capable de faire les travaux en question. Là c'est une escroquerie c'est sûr, mais si c'est simplement un retard par négligence, on l'évoquait tout à l'heure, ou simplement parce que l'entreprise est en difficulté, ou simplement parce que d'autres chantiers sont intervenus entre-temps, on est dans une relation simplement commerciale et on n'est pas du tout dans l'escroquerie. Alors justement, et nous arrivons au terme, cette notion de preuve. Alors, les preuves classiques, et je voudrais aussi des preuves à ce niveau-là, quand il y a les délais, les gens vous font marcher, j'ai envie de dire, ou font sorte des arguments, parce qu'il ne faudrait pas qu'ils utilisent nos propos aussi pour escroquer les gens demain. Donc, est-ce qu'avant de porter plainte, il est bon de faire des sortes de lettres recommandées à ces gens pour leur signifier, pour obtenir des preuves en fait, qu'on a cherché à faire en sorte que ces personnes tiennent leurs promesses et qu'on n'a pas eu de recours pour avoir des preuves. Comment avoir des preuves? Et quelles sont les preuves qui sont prises en compte assez facilement? Le simple fait d'avoir menti, de ne pas tenir une promesse, ça n'est pas une escroquerie. Même si verbal. Si une escroquerie, c'est vraiment une mise en scène. C'est-à-dire qu'il y a tout est fait de manière factice pour faire croire à quelqu'un qu'il y a une réalité, par exemple, à la transaction ou au chantier qui a été convenu, alors qu'il n'y en a absolument pas. Ça, c'est une escroquerie. Mais le simple fait d'avoir un petit peu menti sur les délais, d'avoir un petit peu menti sur la qualité de la prestation, d'avoir un petit peu menti sur la manière dont ça allait s'exécuter, ça n'est pas d'escroquerie. C'est peut-être de la tromperie, mais pas l'escroquerie. La tromperie, c'est quand même une infraction qui est d'une autre nature, une nature commerciale, plus technique, et beaucoup moins sanctionnée, bien sûr, que l'escroquerie elle-même. Merci. Que peut-on dire sur la notion de préméditation face au thème de l'escroquerie, de l'incitation à, éventuellement, et de cette notion de complicité? L'escroquerie, c'est toujours quelque chose de prémédité, puisque, comme je disais tout à l'heure, c'est une mise en scène. Donc il faut que ce soit calculé avant. C'est pas quelque chose qui arrive d'un coup comme ça. Voilà. Donc il n'y a pas de question d'aggravation particulière quand ce serait prémédité ou pas prémédité, puisque c'est par nature prémédité. Sur la complicité, eh bien, comme dans toutes les infractions du code pénal, le complice encourt exactement les mêmes sanctions que l'auteur principal, c'est-à-dire celui qui, par exemple, a donné les instructions pour faire, celui qui a donné des moyens pour permettre la réalisation de l'infraction, pour cette mise en scène, par exemple, vous voyez, est sanctionné de la même manière que l'auteur lui-même. Est-ce qu'on peut dire aussi que celui qui donne des informations, c'est-à-dire qu'un portefeuille, un listing de personnes fragiles ou dans le besoin, qui répondrait plus facilement, favorablement à cette facilité et tout, celui qui donne ces infos-là est aussi considéré comme un complice? Oui, il peut l'être à condition qu'il soit établi, qu'il savait pourquoi c'était faire. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas simplement de donner une liste, mais si je donne une liste pour escroquer ces gens-là, je suis bien sûr complice de cette escroquerie et donc j'encours les mêmes peines. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un dans cette notion de préméditation qui est pris avant qu'il ait le temps de blesser des personnes, parce que justement il faut préparer le terrain, cette personne encourt la même peine ou pas?
Oui, c'est la tentative d'escroquerie, elle est sanctionnée aussi. Il faut quand même être arrivé à un certain niveau d'exécution, c'est-à-dire le niveau au-delà duquel on sait qu'on ne peut plus revenir en arrière, qu'il faut aller jusqu'au bout. Hein. Donc il faut avoir commencé la manœuvre, par exemple. Il faut avoir commencé la mise en scène. Il faut s'être présenté avec un faux nom. Enfin, il faut déjà avoir fait au moins un acte d'exécution positif, objectif de l'escroquerie qui est en train de se dérouler. Merci. Au niveau des prescriptions, quels sont les délais des personnes pour entamer un recours d'un point de vue légal? Ce sont les délais habituels des délits, c'est-à-dire 3 ans. 3 ans à compter du jour des faits, 3 ans à compter du jour du dernier acte d'investigation judiciaire par rapport à ces faits. Avant ces 3 ans, on peut déposer plainte. Après ces 3 ans, c'est trop tard. Merci. Et qu'est-ce qu'on encourt si, par bêtise, si par méchanceté, l'on allait déclarer quelqu'un comme un escroc alors qu'il ne l'était pas et qu'on le savait? Alors, si on le savait, c'est donc quelque chose de volontaire, quelque chose qui est destiné à nuire à quelqu'un en portant une accusation très grave. Et donc c'est une infraction pénale qui est sanctionnée par une peine d'emprisonnement de 5 ans. C'est ce qu'on appelle la dénonciation calomnieuse. Merci. Face à ce rôle de l'escroquerie, vous, monsieur le procureur, quel est votre quotidien dans cette situation? À quel niveau vous intervenez exactement? Le procureur, avec les services de police et de gendarmerie, reçoit les plaintes des victimes. Il a la charge de leur donner suite par une enquête pour établir la vérité par rapport aux faits. Ensuite, si ces faits sont établis, de poursuivre la personne devant le tribunal. Il requiert la peine devant le tribunal. Et si le tribunal condamne, comme c'est en général le cas quand les faits sont établis, il a pour charge de mettre à exécution la peine prononcée, la peine de prison ou la peine d'amende en particulier. Enfin, monsieur le procureur, pourquoi avez-vous accepté de nous répondre sur ce thème de l'escroquerie aujourd'hui? Il faut que les personnes comprennent que une plainte est efficace à condition qu'elle soit portée comme il faut devant les services de police, devant les services de gendarmerie ou par lettre devant le procureur de la République. Une suite leur sera donnée. Il n'y a pas du tout de doute là-dessus. Il faut que les personnes soient en mesure de comprendre que l'institution judiciaire est capable de donner suite à leur demande de justice. Monsieur le procureur, merci. C'est moi qui vous remercie. L'escroquerie, c'est le fait pour son auteur, par des manœuvres, en utilisant des faux noms, des fausses qualités, d'obtenir de quelqu'un ce qu'elle n'aurait pas donné sans ces manœuvres-là, d'obtenir de l'argent ou des valeurs, d'obtenir un travail ou une prestation, d'obtenir un acte, la signature d'un acte. Monsieur le procureur, bonjour. Bonjour. Avec vous aujourd'hui, nous verrons le thème de l'escroquerie. Oui. Mais déjà, que doit-on comprendre d'un point de vue pénal quand on parle de tribunal, de droit? Qu'est-ce que l'escroquerie et qu'est-ce qu'on le risque à faire ce genre de choses? Victime, le fait que les victimes seraient quelqu'un de particulièrement vulnérable, par exemple. À ce moment-là, les faits sont aggravés ou que les faits sont commis, par exemple, en bande organisée, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans quelque chose qui est de l'ordre de la délinquance organisée et la peine encourue est plus importante, elle est de 7 ans d'emprisonnement. Merci. Maintenant, on va... Acte qu'il n'aurait pas signé sans ça. Merci. Qu'est-ce que l'on risque à être auteur de tels faits? Alors, l'escroquerie simple, c'est-à-dire l'infraction sans circonstance aggravante particulière, est une infraction grave puisqu'elle est sanctionnée par 5 ans d'emprisonnement maximum et 375 000 € d'amende. Merci. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport à un tel thème de l'escroquerie qui serait du coup un facteur aggravant? Eh bien, ce sont les facteurs qui tiennent soit à l'auteur, par exemple le fait que l'auteur est un fonctionnaire détenteur de l'autorité publique, soit à la